Grâce à mon ami Pierre Durand, qui a été professeur pendant quelques années au département d'anthropologie, j'ai eu quelques contrats de consultation internationale pour la Société de développement international des jardins, la SDID, qu'on appelle DID aujourd'hui. Le premier contrat, c'est des contrats de 2-3 semaines, là. Ça n'entre pas en conflit avec le travail de professeur. C'était au Nicaragua et la guerre n'était pas terminée encore et j'étais fascinée par ce pays-là, bien sûr, avec mon arrière-plan marxiste. Alors j'étais très, très fière. Je me rappelle l'euphorie dans laquelle j'étais quand j'ai eu ce contrat-là. Et il s'agissait pour moi d'aller évaluer le bien fondé, l'efficacité et l'efficience d'un projet qui avait été financé, un projet de développement qui avait été financé par la DID, un petit projet. Et ça m'a permis de visiter quelques villes où les coopératives étaient installées. C'était des coopératives, on sait, c'est coopératives d'épargne, mais aussi coopératives de production qui étaient favorisées par des subventions de la DID. Alors, ce qu'il s'agissait pour moi de faire, c'est de faire des entrevues avec les responsables des différentes coopératives. Et là, je me rappelle, pour la petite histoire, je me rappelle à un moment donné qu'on a entendu une déflagration. On était dans une zone limite, une déflagration. Est-ce qu'on nous a tiré dessus ou pas? Mais en tout cas, j'ai eu la frousse de ma vie et puis on n'est pas resté très, très longtemps dans cette province-là. Mais en tout cas, ça m'a permis de développer une petite expertise, puis de consolider toujours cette expertise sur l'approche des femmes, parce que je pense que c'est pour ça que Pierre m'a refilé ce contrat-là, c'est qu'on commençait à l'époque à avoir cette exigence dans tout projet de développement, parce qu'en dernière analyse, c'est l'ACDI qui finance le DID ou qui finançait à l'époque le DID, l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international. Alors, on commençait à avoir cette exigence que dans tout projet, il devait y avoir quelqu'un qui vérifie à quel point la question des femmes, le bien-être des femmes avait été prise en considération. Suite à ce petit contrat-là, j'en ai eu un autre d'à peu près même nature qui m'a menée dans le sud de la Colombie, dans le département de Nariño. C'est un département qui a une frontière commune avec l'Équateur et où la population a finalement plus de caractéristiques communes avec le nord de l'Équateur qu'avec le reste de la Colombie. Et là, il s'agissait d'une association de développement paysan qui avait obtenu un petit fonds, à peu près 25 000 $, c'est vraiment pas beaucoup, même à l'époque, avait obtenu un petit fonds pour développer un aspect production à cette association-là, une association qui était aussi une coopérative. Et là, j'ai été très intéressée par l'expérience de l'Association de développement paysan. L'Association de développement paysan avait été fondée par des leaders de la place, des leaders autochtones qui, à l'époque, ne se définissaient pas comme autochtones. Ils vont se définir comme autochtones après le renouvellement de la Constitution en 91 où des conditions spéciales, des privilèges spéciaux sont accordés aux Autochtones. Mais quoi qu'il en soit, là n'est pas la question. Ce qui m'a intéressée, c'est le fait que cette association-là avait été fondée par des leaders de la place une dizaine d'années avant d'avoir la subvention DID. Ils s'étaient consolidés, ils avaient un mode de fonctionnement participatif qui... ça avait beaucoup à voir, les leaders paysans en question qui avaient été les fondateurs avaient été en contact avec les enseignements de la théologie de la libération.
Théologie de la libération, qui elle-même a été en contact avec les enseignements, si on veut, de Paulo Freire dans l'éducation des adultes, un Brésilien, et dont les méthodes sont utilisées à ce jour dans l'éducation aux adultes. Pour moi, c'était la première fois que j'entendais parler de Paulo Freire, que j'entendais parler, j'avais entendu parler de la théologie de la libération, mais de façon très superficielle. Et bon, toujours est-il que j'ai fait l'évaluation de ce projet-là, ce qui m'a amené à visiter toute la région. C'était une association, mais qui avait plusieurs antennes dans différents villages, dans une région donnée, une région qui s'appelle la région du lac Lacocha. Lacocha veut dire le lac, c'est comme si on disait le lac, le lac. Bon. Avant de partir, j'ai terminé mon évaluation. Et avant de partir, j'ai demandé aux leaders de l'association, aux dirigeants de l'association, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis venue ici en évaluatrice, mais dans le fond, ce n'est pas mon travail principal. Mon travail principal, c'est celui de chercheur. Et j'aimerais vraiment beaucoup demander une subvention pour essayer d'approfondir un petit peu l'histoire de l'association et d'essayer de relater l'expérience, la façon dont vous travaillez dans les différentes communautés. Ils ont dit, tu sais, genre, on va vous contacter, don't call us, we'll call you. Alors, moi, je me suis dit, ah, c'est bon, d'accord, c'est foutu, mais bon, bref. Et quelques mois après, ils m'ont écrit, ils m'ont dit oui, on est d'accord pour que tu mènes un projet de recherche chez nous, que tu amènes des étudiantes. On est très intéressés, des étudiants, on est très intéressés à travailler avec toi. Et j'ai demandé la subvention au Conseil de la recherche en sciences humaines, et puis je l'ai obtenue, et je suis repartie. Et c'était j'ai fait l'évaluation en 88 et j'ai dû commencer la recherche autour de la fin de l'année 88. Enfin, je ne me souviens plus exactement, 87-88. Et j'ai travaillé dans cette région-là grâce à différentes subventions. D'abord celle du Conseil de la recherche en sciences humaines, mais aussi un petit peu plus tard avec celle du CRDI, du Centre pour la recherche internationale du Canada. Qui, lui, était très intéressé aux recherches participatives. J'y viendrai dans une minute. Avec ces subventions-là, j'ai effectué plusieurs séjours seule et avec mes étudiants entre 88 et 96. J'ai travaillé à peu près de la même façon dont je travaillais au Yucatan. Cependant, ce qui était intéressant pour moi, c'était que, contrairement au Yucatan, les coopératives en Colombie avaient été implantées à partir du bas et non pas à partir du haut. Autrement dit, c'était la population elle-même qui s'était organisée et qui avait réclamé les coopératives. Au Yucatan, c'était tout à fait artificiel. C'était les fonctionnaires arrivaient dans les villages et disaient au nom du président de la République et pour respecter la Constitution, nous allons installer des coopératives, des unités agricoles et industrielles pour les femmes. C'est presque l'idéal, j'avais deux situations complètement contrastées, en tout cas au moins pour les phases initiales, et j'étais très curieuse de voir comment ça se produisait. Ce que je proposais de faire, c'était, oui, de reconstituer l'histoire de l'Association pour le développement paysan, mais aussi de continuer à suivre la situation des femmes, comment elles s'installent dans ces coopératives-là et comment elles se déploient. Alors, pour moi, c'était aussi une façon d'approfondir cette nouvelle expertise que je m'étais donnée, qui consiste à observer la place des femmes dans les différentes organisations, dans les différentes institutions.
Bon, j'ai un livre qui relate un peu les résultats de ça s'appelle Sortir du labyrinthe. C'est un titre qui a été beaucoup utilisé, mais bon, j'en étais pas consciente à l'époque. Puis c'est publié à l'Université d'Ottawa. Et puis, bon, il n'y a personne qui m'a dit que c'était déjà utilisé, mais j'ai constaté après que ça avait été... Mais ça reflétait bien ce que je pensais de la situation. Je pensais que grâce à ce type de coopérative et ce type d'assemblée, d'association pour le développement, les gens sortaient un peu des contraintes imposées par la colonisation, la néocolonisation, le sous-développement, etc. Euh, il est arrivé quelque chose que je trouve intéressant. Bon, on travaillait de la même façon dont on avait travaillé dans les autres projets pour faire nos enquêtes dans les différentes communautés. Mes étudiants et moi, on devait être accompagnés par une personne de la place parce que les distances étaient très longues. C'est un habitat dispersé, très dispersé, dans la montagne. Moi, mon karma, c'est de marcher dans la montagne. Alors, on a travaillé comme ça avec c'était à la fois des informateurs ou informatrices clés, mais à la fois des producteurs, donc ils pouvaient nous parler en même temps de ce qu'ils faisaient. Oui, puis l'autre raison pour laquelle on était toujours accompagnés, c'est que à l'époque, les forces armées révolutionnaires colombiennes, les FARC, un groupe de guérilla, étaient installés à proximité. Ils faisaient des incursions des fois dans ces communautés-là, mais en gros, on considérait à l'époque que ce n'était pas risqué de travailler dans ces communautés, puisque les FARC étaient assez contenus dans la montagne. On voyait la montagne du bas puis on dit, ah oui, les FARC sont là, mais c'était pas... ou bien j'étais pas consciente du danger, mais l'association non plus. L'association disait non, ça va, pour les étudiants, ça va aller. Peut-être qu'aujourd'hui, je ferai les choses différemment parce que je vais vous dire pourquoi un petit peu plus tard. Mais ce qui est arrivé d'intéressant, c'est que les jeunes accompagnateurs et accompagnatrices, à un moment donné, on a fait une réunion. C'était une réunion de bilan de fin de projet. Je pense que ça devait être autour des années 90-91. Et là, il y a un leader, il y a un jeune paysan qui nous dit, mais ce que vous faites, des entrevues, des histoires de vie, bref, des conversations, vous essayez de reconstituer le passé, vous essayez de faire l'histoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire, nous? Alors là, on a des paysans qui ont une scolarisation minimum de niveau primaire, qui savent écrire, oui, mais qui n'utilisent pas beaucoup ces connaissances-là, donc ils sont un peu rouillés, qui nous demandent s'ils peuvent faire le même travail que nous. Nous, et là je parle de mes auxiliaires, j'avais un professionnel de recherche à l'époque, c'était José Lopez Arellano, qui a son doctorat du département d'anthropologie, et bon, d'autres, des femmes qui travaillent avec moi. On a été exposés depuis 2-3 années à l'influence des recherches participatives. Alors là, puis aussi, on est tous un peu activistes sur les bords. Alors on se dit, ah mais c'est formidable. Pas nécessaire d'avoir un doctorat pour faire de la recherche. On peut faire en sorte de transmettre au moins des moyens pour que les gens s'ils prennent en main leur propre production, s'ils prennent en main leur propre coopérative, ils sont capables de prendre en main leur propre recherche. Alors c'est le raisonnement qu'on a fait et on s'est dit, mais oui, tout à fait, on va mettre sur pied un autre projet pour essayer de transmettre les connaissances nécessaires, fondamentales, pour que les différentes coopératives se donnent une antenne recherche. Et c'est là que nous avons... Pour le Conseil en recherche... Conseil canadien... Conseil en sciences sociales, le CRSH, peut-être que ce genre de recherche-là
aurait été inacceptable. Mais pour le CRDI, le Centre de recherche international en développement, c'était tout à fait acceptable. Et à l'époque, ça a été extrêmement bien reçu. On a reçu une très grosse subvention en partenariat avec l'Association de développement paysan. On avait convenu que 60% de la subvention allait à eux pour leurs propres besoins et 40% à nous, les chercheurs. Et dans le cadre de cette recherche-là, qui s'appelait « Formation de la paysannerie aux méthodes de recherche en sciences sociales », on a commencé à faire de la formation, mais de type participatif, c'est-à-dire en appliquant les enseignements de Paulo Freire en éducation des adultes. En tout cas, on l'a fait à notre façon. On ne l'a peut-être pas fait d'une façon très orthodoxe par rapport à ce qui se faisait en éducation des adultes, mais c'est ce que nous avons fait. Et la façon dont on a procédé, c'est qu'on demandait aux gens d'abord d'identifier un problème ou une question sur lequel ils voulaient travailler. Et tout en identifiant le problème, on essayait de circonscrire le problème. Bon, bref, autrement dit, je ne vais pas faire une leçon là-dessus, mais autrement dit, on les faisait un peu travailler comme on fait travailler un étudiant de maîtrise ou de doctorat qui est en train d'identifier son problème, d'identifier ses outils, etc. Tout ça, évidemment, avec les outils dont nous disposons et les capacités des personnes qui sont face à nous. Alors, ça a été une expérience extrêmement intéressante que je n'ai pas pu suivre à mon goût parce que entre-temps, j'étais toujours professeure, mais j'ai eu une auxiliaire de recherche qui allait régulièrement faire le suivi. Mais l'idée, c'était que les petites équipes qui s'étaient formées volent de leurs propres ailes et fassent leurs propres recherches. Et selon les informations que j'en ai, à ce jour, l'Association de développement paysan a une antenne recherche et les gens continuent à faire leurs propres recherches. Je dis bien selon les informations que j'en ai parce que en 99, alors que en 99, les FARC sont descendus de la montagne et ont pris possession des diverses communautés dans lesquelles on travaillait. Et il n'y avait personne de notre équipe canadienne qui était là à ce moment-là, mais ils ont tué notre informateur principal. Là, à partir de là, ça a été, j'en parle encore avec beaucoup d'émotion même, ça nous a donné vraiment un choc. Et c'est là, tantôt je disais peut-être que j'étais inconsciente du danger, mais les gens avaient l'air tellement rassurants. Alors ils ont été, je pense, pris de court, eux aussi, ils ne s'attendaient pas à ce que les FARC... je pense qu'ils avaient vécu en bonne intelligence avec les FARC, mais à un moment donné, ils se sont radicalisés. Il y a d'autres rumeurs qui disent que c'est pas les FARC qui ont tué le leader, notre informateur, ou bien que ce serait l'armée. C'est qu'à un moment donné, c'était très difficile de distinguer entre les FARC et les membres des forces armées régulières. Je me souviens, un jour, j'avais à ma disposition, j'avais un Jeep et puis j'allais... on avait organisé un petit colloque et j'allais chercher des gens à l'aéroport. Et il y avait un participant qui était arrivé avec un manteau, un manteau kaki, qui ressemblait vraiment au manteau porté par les forces armées colombiennes régulières. Et on s'est fait arrêter. Et là, quand on se faisait arrêter sur la route par des gens en treillis, on ne savait jamais si c'était l'armée, si c'était des bandits ou si c'était la guérilla. Alors, c'est ça, ils lui ont dit « Ah non, ce manteau-là, c'est interdit, il faut l'enlever. On n'a pas le droit de mettre des choses qui peuvent porter à confusion avec l'armée, les forces armées régulières. » Alors, il faisait très froid là où on travaillait.
moi, je travaille dans le très chaud ou le très froid. Alors, on a demandé au type d'abandonner son manteau en route. Alors, ça a été un petit peu difficile. Mais tout ça pour vous dire qu'il y avait beaucoup de confusion à l'époque. On savait vraiment jamais à qui on avait affaire, mais tout le monde s'en accommodait jusqu'au jour où ça a éclaté. À partir de ce moment-là, il n'était plus question de retourner, c'est sûr. Et d'autant plus que plusieurs dirigeants de l'association ont été obligés d'émigrer, soit à l'intérieur de la Colombie, dans des villes plus calmes, soit ici au Canada, comme réfugiés politiques. Les gens, bon, on n'était pas les seuls organismes subventionnaires, on n'était pas les seules sources d'argent pour cette association-là. L'association avait beaucoup grandi. Elle avait des subventions, entre autres, bon, il y a un petit fonds de l'ambassade du Canada. Alors, il y a des personnes qui avaient déjà des contacts avec des Canadiens, avec la bureaucratie canadienne, et qui ont pu venir ici au Canada comme réfugiés politiques et qui restent ici à ce jour. Mais bon, les choses se sont progressivement calmées. Nous, on a choisi de ne pas continuer à travailler dans cette région-là, et d'autant plus que le projet de formation de la paysannerie à la recherche en sciences sociales volait de ses propres aides. Puis c'est ça le principe de la recherche participative, c'est-à-dire on aide au démarrage, mais cette recherche-là doit se faire par les gens elles-mêmes, et on doit par les gens eux-mêmes, et on doit transmettre une fois qu'on a fini, quoi. Et est-ce que ça se fait réellement ou pas? Mais les dernières nouvelles que j'en ai, c'est que la recherche continue. C'est quelque chose qui m'a donné beaucoup, beaucoup de satisfaction, et sur laquelle je n'ai absolument pas publié. Et c'est ça, bon, j'ai publié sur la première recherche, celle qui faisait l'histoire de l'association de développement paysan, mais par la suite, les choses se faisaient en les faisant. Alors, pour moi, c'est vrai que oui, j'aurais pu publier, c'était pas interdit, publier sur cette expérience-là, mais j'ai pas eu le temps et je suis passée à autre chose. En fait, entre-temps, je pense que j'étais devenue directrice du département d'anthropologie, que j'ai fait de 95 à 98, je crois. Et à partir de ce moment-là, ben, je pourrais dire que j'avais moins de temps pour aller sur le terrain, mais c'est pas vrai, parce que une des conditions que j'avais posées, enfin à personne, mais c'était tacite, j'avais demandé à mon prédécesseur, François Trudel, qu'est-ce qu'il pensait lorsque j'étais approchée pour être directrice. Est-ce que je pourrais quand même faire du terrain l'été? Parce que tous les étés, moi, je partais. J'ai toujours eu de façon ininterrompue, finalement, des projets de recherche. Alors, je partais, et je suis partie tous les étés, malgré le fait que j'ai été directrice. J'ai été directrice seulement pendant 3 ans. Maintenant, les mandats sont de 4 ans, mais à l'époque, ils étaient de 3 ans. Alors, je m'absentais, et à ce moment-là, c'est vrai que j'avais beaucoup d'aide. Il y avait Marc Prentice comme assistant à la direction, et ensuite de ça, ça a été Nick Bernard, qui est toujours à la faculté aujourd'hui. Alors, voilà.